Bonsoir à tous. Donc le sujet est connu, c'est la croyance, plus particulièrement la relation de la croyance avec ce qu'on peut appeler de façon un peu générale le scepticisme ou les attitudes sceptiques. Alors je vous dis tout de suite comment je vais procéder. Je ne vais pas m'intéresser aux théories sur les choses, mais aux choses mêmes. En même temps, je me dispenserai de faire une histoire des idées ou une histoire des théories, ce qui, je crois, n'est pas le but de cette rencontre. Donc je vais essayer d'aborder la question en elle-même de la croyance. Et bien sûr, je vais pour cela suivre à peu près les grandes lignes du propos de mon livre, La croyance de A à Z. C'était un abécédaire, donc j'étais entré dans la croyance par un assez grand nombre de portes, parce que j'avais senti d'entrée de jeu que lorsqu'on parlait de la croyance, on était d'entrée de jeu, je le disais, comment dirais-je, saisi par une sorte de protéisme, vous savez, du dieu Proté, insaisissable dans la mythologie antique. La croyance, elle revêt des espèces, elle revêt des visages qui sont innombrables, et donc il est extrêmement difficile de la poursuivre, et c'est peut-être d'ailleurs ce caractère difficile de la chasse à sa définition qui, paradoxalement, lui donne pour nous un intérêt social, pragmatique, quotidien, que je voudrais justement ce soir, d'une certaine façon, valoriser. Alors, puisqu'il est question de croyance et de scepticisme, évidemment, en première approche, on a toujours tendance à opposer la croyance au motif qu'elle est adhésive, au motif qu'elle colle à ce à quoi elle a senti, au doute qui, lui, au contraire, est une attitude de recul, de retrait, de réflexion, d'examen. Alors, évidemment, si on pouvait en rester à cette opposition tranchée, d'un côté la croyance qui adhère, d'un autre côté le doute qui réfléchit, qui examine, qui prend son temps, qui ne s'en laisse pas compter, les choses seraient merveilleusement simples. Mais dans la réalité, elles sont beaucoup plus compliquées parce que, et c'est ce que j'aimerais vous faire entrevoir dans le court moment de notre rencontre, parce qu'il se trouve qu'il y a une infinité de manières de croire et également bien des façons de douter, si bien que la contrariété n'est pas entre doute et croyance, mais on le verra, entre des formes de croyance qui peuvent se rapprocher de l'examen et de la réflexion. J'appelle ça les croyances rationnelles. On n'est pas sûr, c'est pas prouvé, c'est pas vérifié, mais une attitude rationnelle, méthodique, d'examen peut permettre de se forger, comme on dit, une conviction. Donc l'opposition, elle serait plutôt entre cette forme de croyance et d'autre part, évidemment, la crédulité, qui est la forme infantile de la croyance, mais aussi, et Dieu sait que, hélas, notre époque est bien placée pour nous donner des exemples, ces croyances pathologiques, mais sont encore des croyances, ce sont plutôt des délires, ça relève plutôt de la maladie mentale, ces croyances fanatiques, ces croyances malades, qui finalement défigurent la croyance, mais qui, je crois, en la défigurant, ne lui rendent pas justice, parce que je vais essayer aussi de vous montrer que les croyances, et je parle au pluriel de façon délibérée, les croyances, ça vaut mieux que ça. Et d'une certaine façon, les hommes, les individus, mais aussi les groupes, les sociétés, ne pourraient pas vivre s'il n'y avait pas entre eux, faisant le ciment, faisant les relations, un nombre très important de croyances qui peuvent toucher d'ailleurs des domaines extrêmement variés. Donc il n'y a pas à incriminer la croyance, il n'y a pas non plus, évidemment, à la pousser au pinacle, mais je veux dire que la différence, au fond, je le dis tout de suite, ce sera un peu ma conclusion, elle n'est pas entre la croyance qui serait fausse et le savoir qui serait vrai. Je crois qu'il faut abandonner ce qui a été un petit peu longtemps une tarte à la crème de l'enseignement philosophique, opposer la doxa et l'épistémé ou la théoria. Je crois que la véritable opposition, elle est entre la croyance rationnelle, un usage raisonnable des croyances, sachant qu'elles sont inévitables dans la plupart des domaines pragmatiques de la vie, d'une part, et d'autre part, les croyances que j'appelle malades ou que j'appelle pathologiques
et qui, à mon sens, relèvent d'ailleurs plus du délire que de la croyance, même si elles empruntent des modalités qui sont celles, bien sûr, de la croyance. Alors je voudrais commencer simplement, je vais essayer de concentrer mon propos, qui est peut-être un peu vaste pour 45 minutes. Je voudrais commencer par ce que j'appellerais la reconnaissance, l'identification des deux sources de la croyance. Deux sources qui, au demeurant, ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Mais tout de même, pour faire simple, je vais prendre des exemples. Je dis, par exemple, je crois que notre ami aimera ce livre. Je crois que notre ami aimera ce livre. Un autre exemple. Je lui fais confiance parce que je crois qu'il est honnête. Dans le premier cas, je crois que notre ami aimera ce livre. C'est une opinion. C'est un sentiment que j'ai et que je partage vraisemblablement avec la personne qui, dans la conversation, écoute ce propos. Donc, je me dis, oui, tel que nous le connaissons, toi et moi, il devrait aimer ce livre. C'est une opinion, c'est un sentiment, c'est un avis. Alors que si je dis, je le crois honnête, et donc, je lui dirai tout. Alors là, c'est plus compliqué, parce que autant je peux, dans la première proposition, remplacer je crois par je pense, ou je suis d'avis, autant, dans la seconde proposition, j'engage un crédit. Je lui fais confiance. Et c'est parce que je lui fais confiance que je crois en lui, en son honnêteté, et par conséquent, ça me détermine à une action de lui confier ce que je ne lui aurais pas confié si je n'avais pas cru à son honnêteté. Là, nous sommes dans la confiance. Donc, pour être simple, il y a deux sources essentielles de la croyance, l'opinion et la confiance. Lorsque je crois en Dieu, mon opinion, bien sûr, est que Dieu existe, mais je ne me contente pas de cette opinion. Parce que si vous imaginez un croyant qui dirait, écoutez, moi, je suis d'avis que Dieu existe, mais j'en ai rien à faire. Si je suis d'avis que Dieu existe, c'est parce que bien plus important que cet avis, il y a que, en Dieu, je mets toute ma confiance. Je mets mon credo. Donc voilà les deux sources de toute croyance, ce que les latins appellent le sentire, sentio. Sentio, en latin, ça ne veut pas dire d'abord sentiment au sens affectif du terme. Sentio, sentire, en latin, ça veut dire juger. Donc, d'un côté, la croyance, c'est un jugement, c'est un avis, c'est une opinion qui se présente de manière prédicative. Je crois que. Et l'autre source de la croyance, le credere latin. Alors, le credere latin, c'est intéressant de noter, et ça, c'est un acquis dont on peut remercier Émile Benveniste dans ses institutions indo-européennes, qui a montré qu'il y a un mot sanskrit, il y a un radical indo-européen qui est le cred, K-R-E-D, que vous trouvez pratiquement dans toutes les langues indo-européennes, en tout cas romanes, qui est justement la confiance. Qu'est-ce que c'est que le cred? C'est quelque chose d'un peu magique. C'est quelque chose que vous confiez à quelqu'un. C'est une sorte de gage que vous remettez à une personne ou à une entité à laquelle vous attribuez des pouvoirs supérieurs aux vôtres. Dieu, en l'espèce. Donc, vous mettez votre confiance en Dieu en lui remettant le cred. Mais attention, ce cred, il a une dimension économique, c'est-à-dire qu'il devra m'être remboursé. Je devrais en être rémunéré. Je fais confiance à Dieu, mais j'attends qu'il me rémunère de cette confiance et qu'il me rende, sous la forme des bienfaits que j'attends de lui, la confiance que je mets en lui. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce sur quoi insiste d'ailleurs Émile Benveniste, c'est que de la foi religieuse à l'économie, de l'Église à la banque, c'est le même acte de confiance, c'est le même gage qui attend une réciprocité, sinon tout à fait une symétrie, car bien entendu le croyant est faible quand Dieu est fort, sinon, dis-je, tout à fait une symétrie, au moins un remboursement, une rémunération. Voilà.
Donc ce sont là les deux sources de la croyance. Quand vous regardez la vie sociale, vous vous apercevez que pratiquement dans tous les secteurs, à la fois d'activité, de loisirs, bien sûr de religion, de sport, d'économie, vous avez affaire à du crédit. C'est-à-dire que les hommes ne pourraient pas vivre ensemble. Ce n'est pas une question de sympathie ou de fraternité, c'est que ça ne pourrait pas marcher si nous n'avions pas les uns vis-à-vis des autres un minimum de croyance. Si je dépose mon argent à la banque, il faut bien qu'au minimum, je pense que le banquier ne va pas déménager demain à la cloche de bois en emportant mon argent. Donc vous voyez, le crédit, hein, il faut accréditer, il faut être crédible. Il faut se méfier du discrédit, qui est le contraire du crédit. Le crédit est la base de toute vie sociale. Le crédit est la base des relations que les hommes entretiennent, bien sûr avec leur Dieu, on l'a vu, mais également entre eux. Et ça, c'est d'une importance tout à fait considérable. Alors, je n'ai pas le temps, malheureusement, mais j'ouvre quand même une petite piste, on pourra peut-être en parler au moment des questions. Qu'est-ce que c'est qu'on a appelé le nihilisme ? Et dont on voit, hélas, aujourd'hui encore, des formes sinistres, meurtrières. Ce qu'on appelle le nihilisme, c'est un véritable krach des opinions et des croyances. C'est-à-dire que c'est un effondrement de tout ce à quoi les hommes ont pu croire depuis longtemps. Et un jour, tout à coup, tout ça tombe par terre. C'est un véritable krach. Bon. Or, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le fonctionnement des sociétés ne peut se perpétrer qu'à la condition expresse que nous ne tombions pas dans une sorte de puits de discrédit, dans un effondrement, je dirais entre guillemets, moral. Alors, non pas que je sois spiritualiste, je ne crois pas du tout que la morale ou le moral ou les mœurs déterminent bien sûr les sociétés. Mais en revanche, ce dont je suis persuadé, c'est qu'il peut arriver un moment où des systèmes qui jusqu'à un certain moment fonctionnaient sur des idées, sur des représentations, sur des croyances, sur des opinions, sur des actions, sur des gestes, sur des postures, ces sociétés, à un moment donné, peuvent se trouver confrontées à un véritable discrédit général. C'est-à-dire que la crédibilité fait défaut. Plus personne n'est crédible, plus aucune institution n'est crédible. Et ça, c'est d'une gravité inouïe. Bon. Alors, ce que je veux montrer par là, c'est que, vous savez, pour que ça marche, les croyances et aussi tout ce qui s'ensuit dans le domaine de la crédibilité, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une sorte de relation pour chacun et pour tous entre ce que j'appelle les croyances du corps et les corps de croyances. Alors, il faut que je vous dise tout de suite, parce que j'ai un petit peu travaillé là-dessus, qu'il y a une religion qui a drôlement bien compris ça, c'est le christianisme. Pour une raison très simple, c'est que le corps de Jésus, le corps du Christ, est évidemment au centre du christianisme, que l'Église est chargée de faire durer dans le temps le corps de doctrine du christianisme, et que ce corps de doctrine, il repose pour l'essentiel sur le mystère de l'incarnation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une société dure et durable, une vie humaine elle-même, ne tombe pas dans le désespoir, dans la mélancolie ou dans le doute absolu, tant que les croyances du corps et les corps de croyances peuvent faire un effet d'articulation ou de chiasme. Si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure, mais je vois deux grands exemples dans notre histoire relativement récente de cette articulation qui a fort bien fonctionné pendant un certain temps. C'est bien sûr la chrétienté, pour la raison que je viens de dire, mais on peut évidemment pousser plus loin l'analyse, et puis d'autre part, le mouvement ouvrier au XIXe siècle, avec son prolongement, notamment en France, dans le rôle extrêmement important auprès des ouvriers, auprès des intellectuels, à la jonction des deux, qu'a pu jouer le Parti communiste. Donc vous voyez, l'articulation d'un corps de croyances et des croyances du corps. Vous savez, le matin, se lever matin du bon pied, en chantant, hein,
c'est une croyance. Inversement, rester coincé, rester tristement coincé, emprisonné dans la couverture, ça veut dire que je n'ai pas envie aujourd'hui de voir ce qui va se passer. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Donc la croyance, ça commence là. Il y a des croyances du corps. Le corps a ses croyances que la raison ne connaît pas. Mais ces croyances du corps, elles ne durent que certains moments. Il faut qu'elles soient relayées, il faut qu'elles soient soutenues. D'où l'importance, justement, de ces représentations que j'appelle des corps de croyance. Alors, j'ai donné, en quelque sorte, mon sentiment, mon opinion, sur ces deux sources de la croyance et sur la manière pour les sociétés de préserver un crédit qui les aide à continuer à fonctionner, c'est-à-dire qui les aide à faire en sorte que les relations, parce qu'une société, ce n'est que ça, ce sont des relations, qui les aident à maintenir dans l'étape suivante ces relations. Je voudrais maintenant m'intéresser d'un peu plus près au scepticisme et au doute. Alors, bien sûr, il y a en Occident, en Europe essentiellement, mais aussi aux États-Unis plus récemment, des philosophes qu'on appelle des sceptiques. Il y a un mouvement philosophique qu'on a appelé depuis l'Antiquité le scepticisme, et on a retenu plus ou moins, en simplifiant, de celui-ci que le scepticisme, ça consiste à douter. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai si on le généralise. Que veut dire le mot sceptikos? Sceptikos, ça veut dire celui qui examine. Que veut dire la skepsis? La skepsis, ça veut dire la perception. Ça veut dire le fait de voir, et de voir, j'allais dire, sans s'en rassasier, c'est-à-dire jusqu'à l'évidence. Donc, plus exactement, vous voyez que cette image un peu collée du doute, le sceptique est celui qui examine, celui qui ne donne pas son opinion, ne tranche pas d'un jugement ou d'un arrêt tant qu'il n'a pas sa conviction faite. Bon, ça, c'est le sens le plus précis du mot sceptique. Mais vous voyez bien qu'entre l'adjectif et le nom, il y a une très grande différence. L'adjectif, et ça arrive à mon avis dans beaucoup de domaines, est souvent bien plus intelligent que le nom. Parce qu'on peut être sceptique à l'occasion. Par exemple, quelqu'un me dit, bien, je crois que, tiens, le gouvernement va réussir. Je ne parle pas d'une autre, hein. C'est un exemple, je souhaite qu'il réussisse, mais c'est une autre affaire. C'est un exemple à valeur générale. Quelqu'un me dit, je pense que le gouvernement va réussir. Et l'autre lui répond, moi, je suis sceptique. Ça ne veut pas dire que je suis sceptique sur toute la ligne. Ça ne veut pas dire que je ne crois à rien, que j'ai renoncé à toute certitude, etc., etc. Non, ça veut dire que dans le cas précis, j'ai du mal à abonder dans cette opinion et donc à conformer mon jugement à celui de mon partenaire. Mais si je parle du scepticisme en général, on dit par exemple Montaigne est sceptique. Bon, oui, Montaigne est sceptique si on veut. Il a des références qui sont souvent des références de sceptiques, mais il en a également chez les stoïciens et ailleurs. C'est vrai que Montaigne dit que le monde est une branloire pérenne, ce qui serait la preuve effectivement de son scepticisme. Mais en même temps, Montaigne est suffisamment sage pour ne pas ériger ce scepticisme en dogme. Et c'est là où on assiste à une sorte d'étrange paradoxe. C'est que le scepticisme qui se présente comme l'attitude critique, krinein, crisis, c'est-à-dire je trie, je sélectionne, je ne m'en laisse pas compter, je regarde à deux fois. Eh bien, si cette attitude-là n'est plus une attitude ponctuelle, individuelle, critique, pour devenir une posture, quelque chose de général, eh bien, vous voyez que le sens se renverse complètement. Autant je suis sceptique quand je doute de quelque chose de douteux et que je demande à prendre mon temps et à examiner ce qui est de la prudence. Autant si on dit de quelqu'un, celui-ci
c'est le scepticisme incarné, ça veut dire que rien à ses yeux ne trouve grâce. Ça veut dire que vous ne lui ferez rendre aucun jugement sur quoi que ce soit. Et ça veut dire surtout qu'il a renoncé dès le début et pour toujours à toute vérité, à toute assurance, à toute certitude. Donc le paradoxe de ce scepticisme, vous voyez, quand il n'est plus opératoire, quand il n'est plus un moment de la pensée, je crois qu'il faut toujours qu'il y ait ce moment de la pensée qui examine, c'est-à-dire qui doute. Et là, bien sûr, on pense à Descartes. Descartes n'est pas un sceptique, évidemment. Il doute pour être certain. Il doute pour arriver à une certitude. Mais le doute est partie intégrante de la méthode. Ce doute cartésien n'est pas un doute, n'est pas une sorte de doute indolent. Descartes ne s'abandonne pas à cette posture qui consisterait à douter parce que c'est douteux. Non, il doute même des choses apparemment les plus certaines. C'est dire à quel point il le contrôle, ce doute. Donc, tant que le doute est opératoire, l'examen, le scepticisme, l'attitude sceptique sont de bonne loi, et je dirais même, sont bougrement nécessaires pour éviter bien des erreurs. Autant, dès que cela se transforme en posture qui, par tous les temps et en toute saison, tient lieu de façade philosophique, autant dans ces cas-là, eh bien, le scepticisme perd, je dirais, toute valeur, puisque le paradoxe veut qu'il se soit transformé à son tour en dogme, lui qui prétendait finalement pourfendre tous les dogmes. Alors, je voudrais maintenant, ce sera la troisième articulation du propos avant de conclure, je voudrais maintenant revenir sur des questions qui ont été abordées par le biais, par la bande jusqu'ici, mais qui méritent maintenant d'être traitées de façon un peu plus approfondie. Je veux parler de tout ce qui concerne les dogmes religieux, les croyances rationnelles et ce que j'appelle les croyances pragmatiques. Nous venons de rencontrer le dogme. Qu'est-ce qu'un dogme? Dogma. Le mot grec veut dire ce qui paraît bon. D'où opinion. Le dogme est une opinion, mais une opinion qui se présente comme une décision, comme un arrêt. Les dogmes religieux. Je suis obligé de prendre le menu tout entier. Je ne peux pas sélectionner le plat qui m'intéresse. La religion interdit l'éclectisme, ou du moins les grandes religions interdisent l'éclectisme. Elles n'interdisent pas l'hérésie, enfin elles voudraient interdire l'hérésie, mais elles ne peuvent pas les empêcher. En revanche, l'éclectisme est tellement absurde que finalement, religieusement parlant j'entends, que finalement il n'y a pas d'éclectisme religieux. On pourrait peut-être mentionner toutes les sortes d'évangélisme à l'américaine, où on chante beaucoup. Bon, c'est peut-être effectivement un christianisme éclectique, mais je ne suis pas suffisamment calé pour en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que le dogme religieux, c'est un ensemble de croyances, ce qu'on appelle le credo d'ailleurs, qui ne peuvent pas être démembrées les unes des autres, qui vont ensemble, qui sont soudées et qui se donnent du même coup comme des décisions que l'Église, institution qui est à la fois en charge, je dirais, de la police des croyances, et ne voyez dans le mot police rien de péjoratif, simplement la gestion d'un ordre. Eh bien, ces croyances dogmatiques sont ce qui rassemble les croyants d'une grande religion. Et ceci est inévitable. Or, leur modalité, j'insiste, c'est de ne pas permettre aux croyants, sinon ce ne seraient pas des croyants, de ne pas leur permettre de choisir ce qui leur va, mais au contraire, leur représenter l'obligation où ils sont, à partir du moment où ils ont confessé leur foi, c'est-à-dire à partir du moment où ils l'ont professé, profession de foi, à partir de ce moment-là, dis-je, l'obligation de prendre le tout et d'en être le témoin et éventuellement le martyr. C'est ça le dogme religieux.
Donc vous voyez, le dogme religieux, ce sont des propositions qui sont premières et dernières, qui sont soudées entre elles et que je ne peux pas séparer, sauf à ne plus mériter cette qualité de croyant. Alors, vous me direz, mais des propositions qui, comme ça, ont la modalité de décision, ça existe ailleurs? Ben oui, ça existe ailleurs, ça s'appelle des axiomes, ou ça s'appelle des principes, ou ça s'appelle des hypothèses. Et là, nous sommes dans un autre ordre, parce que, du coup, il ne s'agit plus d'arrêt, au sens où on dit qu'un jugement est un arrêt. Il n'y a plus à y revenir. Il s'agit cette fois, au contraire, de commencer. Qu'est-ce que c'est qu'un principe, étymologiquement parlant? Un principe, c'est une proposition première. Donc, que vous preniez les axiomes dans les systèmes rationnels, hypothético-déductifs, logiques, disons, mathématiques, qui sont des propositions premières, on ne dit pas que l'axiome est vrai dans l'absolu. Un axiome, c'est une proposition qui soit passe pour évidente intuitivement, soit est conventionnellement considérée comme pouvant ouvrir un champ hypothético-déductif cohérent. Donc là, on a bien affaire à des principes, c'est-à-dire à des propositions premières, sans lesquelles le système ne pourrait pas s'enclencher et s'enchaîner. Mais ces propositions sont toujours soumises à la condition de l'hypothèse et à la condition de la vérification perpétuelle. Le rationalisme, disons scientifique, le rationalisme en général, ça vaut également, je crois, pour des disciplines de l'esprit qui ne sont pas rigoureusement parlant des sciences. Le rationalisme, ça suppose en effet des croyances rationnelles et ça suppose qu'il faut bien commencer par quelque chose. Mais toujours, il y a dans la rationalité opératoire que je viens brièvement de décrire, il y a toujours cette condition suspensive. Premièrement, c'est parce que, étant donné, ou bien soit ceci, il en découle cela, donc c'est parfaitement suspendu à un certain nombre de conditions de vérification, des conditions probatoires, etc., etc. Et Dieu sait que le temps nous montre que la rectification est incessante, mais en même temps, c'est ça qui fait, je dirais, la respiration même et la vie de la raison. C'est que la raison est à la fois faite de principes et de mise en doute critique de ces principes. Et c'est là où on retrouve, si vous voulez, l'esprit d'examen, le scepticisme au bon sens du terme, le scepticisme opératoire, et en même temps ce qui fait le cœur du rationalisme, de la philosophie continentale, si vous voulez, par opposition à un sensualisme ou à un empirisme qui considère que la raison est incapable de quoi que ce soit, qu'elle n'a aucune vigueur par elle-même, que ce qu'on appelle l'entendement, ce n'est pas autre chose qu'une fabrication qui est née de la complexification des idées, lesquelles nous viennent des impressions ou sensations. Ça, vous avez reconnu l'empirisme. Donc, à la différence, et au fond, cette différence-là entre la philosophie, disons, anglaise ou anglo-saxonne et la philosophie continentale, elle existe toujours. Elle existait au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle existe sous une forme évidemment différente aujourd'hui, mais c'est la même question. Est-ce que la raison, par elle-même, a la capacité de donner forme à l'expérience? Non pas de remplacer l'expérience, ce qui serait un dogmatisme stupide, mais au moins de l'informer, de lui donner des cadres. Pour donner un exemple très simple, par exemple ce que Kant appelle les catégories de l'entendement. Les catégories, c'est ce qui permet à l'esprit de prendre en quelque sorte le réel dans une sorte de résille, de lui donner des cadres mentaux qui vont permettre de se l'approprier intellectuellement et donc d'agir sur lui. Donc, vous voyez, la raison est à la fois la faculté des principes et des idées régulatrices, donc elle a une initiative propre, mais en même temps, elle est tout le temps, elle se soumet elle-même, dialectiquement, à la condition suspensive de l'apport, de la vérification ou de la preuve. Pour finir, après avoir évoqué, on pourrait y revenir si vous le voulez, les croyances que j'appelle rationnelles, qui ne sont pas la vie quotidienne de la science. La vie quotidienne de la science, c'est
ce sont des travaux scientifiques particuliers, ce sont des techniques, des technologies, des méthodes, une érudition particulière, bien entendu. Et la croyance n'y a qu'une part intermédiaire. On n'imagine pas que quelqu'un de non raisonnable puisse se livrer à cette attitude rationnelle par excellence qu'est le travail scientifique. Mais je veux dire qu'il ne suffit pas d'être raisonnable pour être scientifique. Voilà. Donc, les croyances rationnelles d'un autre côté, les dogmes religieux d'un autre côté, dogmes religieux qui, au XVIIIe siècle, étaient, pour les philosophes des Lumières, le parangon même de la croyance. C'est pour ça que le sceptique, au sens du XVIIIe, c'est d'abord l'incroyant. Le problème est fondamentalement religieux. Pour Diderot, pour Voltaire, l'incroyant, c'est le sceptique. Le sceptique, c'est l'incroyant. Dieu est une hypothèse inutile. Bon. Je voudrais maintenant aborder un autre aspect de la croyance qui est pour moi le plus important, parce qu'il est le plus massif, parce qu'il est le moins spectaculaire, mais le plus quantitativement frappant. C'est cette pléthore innombrable de croyances hétérogènes, cette bigarrure de croyances qui fait que, bien sûr en matière religieuse, mais on en a déjà parlé et ça ne peut plus être l'essentiel maintenant, parce que c'est à part, mais qui fait que, en matière de régime alimentaire, en matière d'opinion politique, en matière de cuisine, en matière de lecture, en matière de tout ce que vous voudrez, en matière de sport, en matière de loisirs, en matière de je ne sais quoi, tout, vous voyez bien qu'il s'agit de tout. Les opinions sont pléthores. Chacun a son opinion. Alors quand je dis que chacun a son opinion, c'est vrai et c'est faux. Parce qu'en même temps, vous imaginez bien qu'on ne pourrait pas s'y retrouver. Il y a quand même des lois de simplification. Et ces lois de simplification, je vais quand même citer un auteur qui est aujourd'hui à peu près oublié, en tout cas qui n'est connu que des spécialistes, qui a écrit vers 1895, je crois d'ailleurs que c'est la date exacte, qui s'appelle Gabriel Tarde, et qui a écrit un livre, je vous assure, qui est encore aujourd'hui d'une actualité incroyable, qui s'appelle Les lois de l'imitation, dans lequel il montre que le principe de l'imitation agit dans tous les domaines, sur tous les plans, y compris sur le plan de la physique, mais aussi, surtout, dans le domaine psychologique. Que montre Tarde? Tarde dit que les hommes ont l'habitude, le réflexe, de se suivre les uns les autres, de s'entre-imiter. Alors il y a un moment où ça ne va plus, et où l'imitation se retourne en guerre intestine, en duel, en bisbille, mais pendant très longtemps, aussi longtemps que ça marche, ben, ma foi, les hommes se comportent de façon un peu grégaire. Mais il y a en même temps, dans ces lois de l'imitation que Tarde décrit, il y a des moments où tout à coup, je dirais, il y a des accidents heureux. Voilà tout à coup que quelque chose est inventé, dans quelque domaine que ce soit. Domaine technique, domaine politique, domaine artistique. Voilà que quelqu'un, tout à coup, apparaît comme un phare. Voilà qu'on lui fait crédit d'apporter quelque chose de neuf, à quoi on n'avait pas pensé jusqu'ici. Et voilà que tout le monde se met à suivre cet homme seul, cet individu qui a trouvé cette nouveauté. Donc vous voyez, la dialectique sociale, telle que Tarde cela représente, eh bien c'est cette circularité, ce tourniquet incessant de l'imitation et de l'innovation. Eh bien les croyances, elles sont simplifiées, elles sont traversées par ces grands principes, par ces grandes vagues qui font que s'il y a quelqu'un qui a un charisme particulier, qui a une influence, qui a une voix, je ne sais pas, quelque chose qui fait qu'on a envie de le croire. C'est aussi ça l'opinion. Eh bien voilà que les opinions qu'on croyait toutes particulières se retrouvent, ressemblent à une sorte de nuage, vous savez, qui s'étale, qui devient un petit peu chose commune. Donc c'est ça qui fait, je crois, la vie, la respiration des opinions dans la vie sociale. C'est qu'à la fois elles sont innombrables théoriquement, en principe, chacun est libre, chacun a son opinion.
D'ailleurs, on dit, vous savez, dans les émissions de télé, hein, on dit chacun se fera son opinion. C'est la tarte à la crème, c'est bien connu, c'est la réaction, je dirais, c'est le politiquement correct. Chacun se fera son opinion. Oui, c'est vrai. C'est vrai en principe, et heureusement. Ça s'appelle aussi la démocratie. Mais en fait, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup moins nombreuses, les opinions, que le nombre des individus, parce qu'il y a des phares, comme je disais tout à l'heure, qui entraînent les autres eh bien, à abonder dans leur représentation. Mais ce que je veux dire, c'est que ces croyances-là, dans tous les domaines, j'ai énuméré quelques-uns de ces domaines, elles ne font de mal à personne. Et rien ne serait pire que de pourchasser la croyance. Rien, il n'y a pas une... Par exemple, pour le XVIIIe siècle, comme plusieurs auteurs l'ont montré, la grande erreur politique des révolutionnaires de 89 et surtout des années après, ça a été de croire qu'ils allaient éradiquer ce qu'ils appelaient la superstition. C'est-à-dire essentiellement, bien sûr, des croyances religieuses, mais pas seulement. Également des croyances magiques, des croyances infantiles. Ils voulaient éradiquer, au nom des Lumières, la superstition et le préjugé. Or, qu'y a-t-il de plus dangereux, je vous le demande politiquement, qu'un État qui entreprend d'éradiquer les préjugés et la superstition? Ça s'appelle la terreur, et malheureusement, ça a été recommencé plusieurs fois. Donc, vous voyez, tout ce qui ne relève pas de la croyance rationnelle, tout ce qui ne relève pas des dogmes religieux et des croyances et de la foi, qu'il faut peut-être, mais on en parlera si vous le souhaitez, qu'il faut peut-être différencier de la croyance, tout ce qui ne relève pas de ces domaines particuliers, c'est, je dirais, le tout venant de la croyance. Et la croyance a parfaitement le droit de citer. Je vais prendre quelques exemples très simples. Vous allez voir une exposition d'art contemporain. On vous a un petit peu parlé de l'artiste. Vous savez en gros à quoi il faut vous attendre pour l'art contemporain. Et en particulier, vous savez qu'une des règles du jeu de l'art contemporain, c'est d'admettre par hypothèse ce que le parti pris de l'artiste. Si vous ne marchez pas avec lui, si vous ne lui accordez pas un tout petit peu d'assentiment, vous ne voyez dans son installation, comme on dit, que du n'importe quoi. Il faut entrer un minimum dans le jeu. Voilà un type de croyance. Il est impossible d'apprécier une œuvre contemporaine si on ne sympathise pas un tant soit peu avec l'intentionnalité prêtée à l'artiste. Eh bien ça, c'est une forme de croyance. Vous voulez jouer aux cartes, on vous indique les règles. Vous prenez plaisir au jeu. Mais s'il vous prend la fantaisie au bout d'un quart d'heure de dire « moi, ces règles-là, elles ne m'intéressent pas, je vais les remplacer par d'autres », le jeu est terminé. Donc, vous voyez, à quelque niveau que ce soit, sous quelque mode que ce soit, il y a des croyances. Moi, je crois beaucoup à ce que j'appelle les croyances faibles. C'est-à-dire des croyances qui ne portent pas le destin du monde et qui ne prétendent en aucune façon porter le destin du monde, mais qui, au moins, eh bien, rendent fluides des attitudes, des partages. Je parlais de l'art. Je pourrais parler aussi des loisirs. Si vous n'admettez pas des conventions, tout simplement, des partis pris, le temps d'une partie, eh bien, aucune vie sociale, aucune activité cohérente avec les autres n'est possible et pensable. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la croyance, vous voyez, c'est sa dimension commerciale. Hein, comprenez-moi, quand je dis commercial, je ne veux pas dire, au sens littéral du terme, l'économie, le commerce, la publicité, etc. Pas du tout. Commercial, je veux dire au sens d'un commerce, d'un échange. La croyance s'entremêle partout, elle s'entremet partout, c'est une grande entremetteuse. Mais justement parce qu'elle a cette capacité de négocier, et même, je dirais, cette capacité de créer du dissensus dans le consensus. C'est pour ça que la croyance est liée viscéralement à la démocratie, à l'existence de la démocratie et à la vie démocratique. La vie démocratique, ça consiste à alterner le dissensus et le consensus. Ça consiste à permettre le dissensus sur fond de consensus. Et bien, ça veut dire qu'effectivement, la croyance, de temps en temps, l'opinion, eh bien, vient mettre de la vie, de l'agitation, vient heurter un petit peu les choses. Bon, tant que ça ne dépasse pas
une certaine mesure, tant qu'on n'en arrive pas à la polémique, tant qu'on reste dans une dimension de tension, d'agone, de dimension agonale, tant qu'on échange, y compris de manière un peu, non pas brutale, mais je dirais roborative, eh bien, la croyance a son rôle. Elle joue sa partie. Et c'est là-dessus, moi, que je voudrais insister. C'est ces croyances-là qui me paraissent les plus importantes, alors qu'on n'en parle presque jamais. Mais elles sont décisives. Et je vais ajouter, et ce sera ma conclusion, je vais ajouter un autre point qui, pour moi, est tout à fait essentiel et dont je vous prie de croire qu'elle n'est pas simplement cette conclusion rhétorique. Je veux dire revenir au début. Ce que je veux dire, c'est que les croyances saines, ces croyances multiples, qui ne portent pas le destin du monde, mais qui permettent que les hommes vivent à peu près correctement entre eux, eh bien, ces croyances saines, elles sont, entre guillemets, sceptiques. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus relativistes que ce qu'on croit. Elles sont beaucoup plus faibles, et c'est parce qu'elles sont faibles qu'elles peuvent agir. Le meilleur exemple, encore une fois, j'y reviens toujours, c'est l'exemple du client d'une exposition d'art contemporain. Il marche ou il ne marche pas. Il marche complètement ou il marche un peu. En tout cas, on lui demande une chose, c'est d'essayer un peu de comprendre ce qu'a voulu faire l'artiste. C'est ça la croyance faible. On n'en demande pas plus. Eh bien, à partir de ce moment-là, la croyance, vous vous apercevez qu'elle est beaucoup moins raide, beaucoup moins dogmatique, beaucoup moins fanatique, beaucoup moins entière que ce qu'on aurait pu d'abord croire. Et j'ai personnellement j'ai écrit une analyse dans un de mes livres qui essaie de montrer plutôt que dans toute croyance, il y a un moment, ce que j'appelle un moment du décroire. C'est-à-dire qu'il y a des oscillations de tension. Il y a des moments où la croyance est plus tellement sûre qu'elle y croit vraiment. Mais, bon, l'habitude est prise. Et Dieu sait que pour les sceptiques, je pense à Hume, l'habitude est tout. L'habitude s'entremet partout. Sans habitude, il n'y a pas de structure. Donc nous avons nos opinions. Comme on dit, j'ai mes opinions. Ça ne veut pas dire que je vais aller partout les professer et interdire aux autres de dire leurs sentiments, mais ça veut dire que je les ai par devers moi. Et puis il y a des moments où je me dis, oh, est-ce que j'y crois vraiment? Pas sûr. Donc vous voyez, il y a des moments, il y a une respiration, et c'est pour ça que je la dis saine. Il y a une respiration de ce que j'appelle la croyance pragmatique, c'est-à-dire une croyance qui ne fait de mal à personne, qui ne donne pas la vérité, l'alpha et l'oméga du monde, mais qui simplement a son petit quant à soi et qui ne demande qu'à coexister avec les autres. Eh bien, je crois que ces croyances que j'appelle saines, ces croyances pragmatiques, et Dieu sait qu'on a une multiplicité d'exemples, et chacun, en retournant vers lui-même, en trouvera, ces croyances-là, elles sont d'une certaine façon sceptiques. Je vous remercie. Alors, bien entendu, je suis à votre disposition pour mener la conversation que vous souhaiteriez là-dessus. Que le Soleil tourne autour de la Terre au XXIe siècle. Est-ce que vous placerez ça dans les croyances saines? Attendez, excusez-moi parce que j'ai un petit problème de... Oui, ça y est, c'était le micro qui ne marchait pas. Croire que le Soleil tourne autour de la Terre au XXIe siècle, est-ce que vous placerez ça parmi les croyances saines? Non, parce que là, je dirais qu'il s'agirait plutôt d'une histoire des croyances. C'est-à-dire que, finalement, moi je suis rationaliste. Donc je crois à la science, aux sciences, au pluriel, mais au sens galiléo-cartésien du terme. C'est-à-dire que je sais bien qu'il y a des sciences avant la science moderne. Mais les opinions professées par les Ptolémées, les Aristarques, etc.,
ce sont justement des opinions, parce qu'à ce moment-là, on n'a ni les moyens probatoires, ni les instruments probatoires, ni surtout l'état d'esprit scientifique, comme dirait Bachelard, capable, disposé à admettre, à rectifier, à amender et à continuer l'administration des preuves. Donc pendant très longtemps, ce qu'on a appelé les savoirs, ce sont des opinions. Alors, sont-elles des opinions rationnelles? Oui, historiquement, ce sont des opinions rationnelles, c'est-à-dire qu'elles ont été argumentées. Alors, elles ont été argumentées à partir, bien entendu, d'éléments de départ qui sont faux, ou qui sont ni vrais ni faux, mais la plupart du temps qui sont faux. Ben, c'est vrai que croire que c'est la Terre qui est le centre du monde, c'est pas défendable à partir du XVIIe siècle, mais ça l'a été pendant très longtemps. Et on pourrait citer comme ça bien des opinions qui ont passé pour des savoirs, simplement parce que l'heure n'était pas venue des sciences. Et moi là-dessus, je considère qu'on a affaire à un absolu, enfin, un absolu dans le relatif, tout est relatif, mais je veux dire que la science Galilée, la première loi, si ma mémoire est bonne, de la physique mathématique, c'est 1604, c'est Galilée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que finalement l'observation, l'étude des phénomènes peut s'accélérer de façon considérable en étant, pour ainsi dire, innervé par l'outil mathématique, bah, on est dans une conception de la science qui est absolument révolutionnaire par rapport à toutes les idées du savoir qui ont précédé. Lorsqu'on peut en effet investir l'outil mathématique dans l'empiricité des phénomènes, dans l'observation, à partir de ce moment-là, la science, évidemment, peut formuler des lois, elle peut constituer des systèmes, elle est en mesure de prouver et de vérifier. Donc c'est une étape, à mon avis, qui est unique et décisive. Et j'aurais bien voulu que l'ensemble de l'humanité prît ce rendez-vous de la science au XVIIe siècle. Je regrette que certaines sociétés, de ce point de vue-là, n'aient pas pris le train qui était le train de la rationalité scientifique. Monsieur Guérin, je voudrais vous remercier d'abord de votre exposé. Je suis là, au premier rang. Oui. Voilà, j'aurais deux questions à vous poser. L'une qui concerne l'une des sources que vous avez citées par rapport à la croyance. Vous avez dit que l'une des sources était la confiance. Or, il me semble que la confiance n'est pas première, c'est-à-dire n'est pas source, qu'il y a avant la confiance une autre source. Quand vous dites je crois en vous, je te fais confiance, la source c'est l'amour. La confiance, elle n'est pas première. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu es gentil que je te fais confiance, c'est parce que je te fais confiance que tu es effectivement celui qui sera mon ami, enfin, ou mon amant, ou ce que vous voudrez. Autrement dit, ce qui est premier, c'est l'amour, ce n'est pas la confiance. D'ailleurs, dans confiance, comme vous pouvez le voir, il y a fiance, il y a fiancé. Qu'on retrouve aussi dans les gages que vous savez citer, puisqu'en anglais aussi, quand on est fiancé, on est engagé, si je puis dire. Donc, est-ce que c'est vraiment la première source, la confiance? La seconde question porte sur la fin de votre exposé, parce que là, je suis en total désaccord avec ce que vous avez dit. Par rapport, enfin, pas en total désaccord, je vous trouve très optimiste. C'est-à-dire, vous croyez un peu à la coexistence pacifique de toutes les opinions. Or, moi, il me semble que la prolifération, l'autorisation, la légitimisation, la viralisation des opinions met quand même quelque part en danger la vérité. Et que si faites une petite expérience, vous mettez sur Facebook ou n'importe quoi la photo d'un bouton et vous dites j'ai un bouton là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aurez 1000 opinions. L'autre va vous dire c'est un cancer de la peau, l'autre va dire c'est rien du tout, c'est un bubon. Et je pense que devant toute cette prolifération d'opinions, l'avis d'un seul dermatologue en vaut davantage. Autrement dit, il y a dans la prolifération des opinions un véritable danger. C'est-à-dire, là, aujourd'hui d'ailleurs, on parle bien de la post-vérité, des fakes. Il ne faut pas que le fake soit autant respectable qu'une proposition vraie.
Je suis comme vous, je ne crois pas du tout qu'il y ait une vérité absolue, je crois, mais il y a des propositions qui sont plus vraies que d'autres. Autrement dit, ne pas mettre... vous avez parlé de terreur, supprimer les opinions. Mais moi, je pense que l'éducation, l'école, la philosophie, puisque quand même j'enseigne comme vous depuis 35 ans, il y a effectivement quelque chose à faire. C'est-à-dire que notre devoir, c'est de pincer, d'épingler, de dégonfler les opinions, non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles ne sont que des opinions, c'est-à-dire qu'elles ne se soucient pas de la vérité. Non pas avec un grand V, un tout petit V modeste. C'était une proposition plus vraie que d'autres. Voilà, c'était les deux. Oui, en vérité, je ne crois pas que le désaccord soit si profond. Ce que je veux dire, c'est que je persiste quand même à préférer pour la FIDES, là, pour l'engagement, je persiste à préférer la confiance, le cred. Parce que je crois que l'amour, c'est quand même aussi un autre destin, c'est une autre histoire. Même si, dans certaines religions, notamment le christianisme, l'amour de Dieu, c'est considérable, ça joue un rôle extrêmement important. Mais je dirais que c'est la modalité que le christianisme a donnée au cred. Le cred, c'est plus large. Le cred, bon, comme Benveniste le pense, c'est une idée magique à l'origine. C'est l'idée d'un talisman, c'est l'idée d'une puissance, d'une sorte de gage qui est supposé être dans les meilleures mains s'il est en partage à une puissance supérieure. Donc moi je pense quand même que l'origine du crédit, c'est pas l'amour. Après tout, on peut être amoureux sans faire confiance. Et la littérature classique est absolument remplie de cet amour au sens érotique du terme, alors que le partenaire n'est pas du tout fiable. Mais je dis bien rempli. S'il suffisait de faire confiance et d'avoir des relations d'honnêteté et de transparence pour être dans l'amour, eh bien, ce serait magnifique. Mais je crois que l'amour-passion passe très souvent à côté de cette configuration-là. Bon, ça, c'est peut-être une nuance, et on pourrait en discuter. Pour ce que vous avez dit après, non, je ne suis pas franchement optimiste. Peut-être que ce que j'ai présenté là en a donné le sentiment. Si vous voulez, ma préoccupation, c'était surtout de ne pas mettre le savoir et l'opinion sur le même pied, sur le même plan. Parce que je crois que ça a été quand même pendant très 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 longtemps. Certains y ont contribué, je pense à Bachelard en particulier. Cette idée qu'il y a une opposition frontale entre l'opinion et le savoir. Non, parce qu'ils ne sont pas sur le même plan. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre, parce qu'il n'y a pas de parité, parce que, regardez, même ceux que vous citez qui vont sur Internet pour parler des bubons et des boutons et jouer les dermatos d'occasion, n'empêche que s'ils sont vraiment inquiets, ils n'iront pas demander à leurs voisins son avis. Ils iront consulter un deuxième et un troisième dermato. Donc je crois qu'aujourd'hui, les gens, peut-être de manière naïve, de manière grégaire et infantile, malgré tout font confiance à des savoirs qui sont des savoirs prouvés et plus ou moins garantis par la communauté scientifique. Mais quant à la prolifération des opinions, c'est pas vraiment le fait que les opinions prolifèrent qui est dangereux, c'est la manière dont elles sont médiatisées. Moi, je pense qu'on a bien le droit d'avoir l'opinion qu'on veut sur le sport, sur le foot, sur le rugby, on a bien le droit de se charrier, parce que lui, il est partisan lui, il est un adepte du foot, l'autre du rugby, alors on se bouscule un peu. On a bien le droit, ça ne mange pas de pain, ça fait de mal à personne. Voilà ce que je veux dire. De même, dans l'art contemporain, on peut aimer ou pas aimer, mais au moins on peut regarder, on peut essayer de comprendre. Voilà ce que je veux dire, voilà ce que je défends. C'est-à-dire le caractère, de toute façon, innombrable, oui, proliférant en un sens des opinions. Mais tant que ça reste dans une vie réelle, c'est très bien. Le véritable danger, c'est la subrogation, c'est la comment dirais-je, c'est la confiscation de tout cela par les réseaux sociaux, par les médias, par une sorte de surenchère, de pseudo-dialogue
Bon, moi, je ne veux pas entamer mon couplet là-dessus, parce que je suis très, très opposé à toutes ces choses-là. Je sais bien que je peux passer pour passéiste, après tout, je l'assume, mais je pense qu'on y perd un temps considérable pour ne rien dire, au fond, et que les seules choses qui méritent d'être citées, tristement, ce sont les affaires, les calomnies, les dénonciations, les complots qui naissent sur ces réseaux-là. Mais ça ne met pas en question, à mon avis, fondamentalement, le caractère pragmatique de l'opinion tel que j'ai essayé de l'établir. Et je ne crois pas du tout que, pour ce qui concerne en tout cas les domaines où il n'y va pas de la vérité, et ils sont nombreux, la question se pose de savoir si une opinion est vraie ou fausse. Je crois que l'opinion n'est ni vraie ni fausse. Il n'y a pas d'opinion vraie. Il y en a chez Platon et dans un autre domaine. Mais les opinions, est-ce que les opinions peuvent être plus ou moins vraies? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut être plus ou moins vrai. Moi, je pense qu'il peut y avoir des degrés de vérité qu'à l'intérieur d'un processus scientifique, qu'à l'intérieur d'une élaboration de type rationnel. Donc, pour moi, vraiment, le niveau où j'analyse l'opinion, c'est mon point de vue. Enfin, c'est mon point de vue. Ça n'exclut pas les autres, mais ça veut dire que c'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est ce que j'appellerais une pragmatique des croyances. Mais pour autant, ça ne me rend pas optimiste, hein, au contraire. Bonjour, merci pour votre exposé. Je vais peut-être revenir un peu sur... Enfin, je vais reformuler un peu ce qu'il disait avant, je pense, peut-être. Mais je pense, dès le début, j'ai eu un problème avec... S'il vous plaît, un petit peu plus fort. Pardon. Je pense que dès le début, j'ai eu un petit problème avec les définitions. Enfin, quand vous dites qu'on place notre confiance en Dieu, ça me donne l'impression de... Enfin, placer sa confiance, ça m'a l'air de détourner le sens du mot confiance, en fait. Parce que c'est juste... Enfin, c'est croire, quoi, mais... Pour croire quelque chose, et je pense que ce qu'il voulait dire avant, c'est que quand la différence entre croire en Dieu et croire en la science, par exemple, c'est que justement, on fait confiance à la science, on n'y croit pas, parce qu'il y a des preuves. C'est avant. La confiance, comme disait, il y a des preuves qui permettent de construire une confiance. Et quand il n'y a pas de preuves, là, on peut parler de dogme. Et du coup, j'ai eu un problème. Enfin, dès le début, du coup, il y avait ça, et après, du coup, le mot croyance n'était pas très clair, je trouve. Mais bon... pas évacuer complètement un certain nominalisme. Il faut simplement s'entendre sur ce qu'on veut dire. J'appelle croyance le fait, et là je suis dans la droite ligne de Hume, quand il analyse le belief dans le traité de la nature humaine, il y a croyance lorsqu'il y a assentiment. Bon. Je peux assentir d'avance. Ça, c'est la foi religieuse. Je ne demande pas de preuves. Et vous avez d'innombrables textes dans l'histoire des textes religieux qui disent que justement, et là je le dis avec Pascal, des chrétiens, c'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens. C'est du Pascal, tout pur. C'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens. Ça, c'est la foi. On pourrait citer aussi le credo quia absurdum. Donc, l'assentiment, l'assent, il est avant. Hein, alors qu'il y a effectivement, vous avez raison, un assentiment rationnel qui, lui, est a posteriori. Je crois à la science parce que la science a montré que j'avais raison de croire en son pouvoir et de croire en même temps à sa capacité de démontrer ou de vérifier ce qu'elle avance, et en même temps d'enseigner à qui veut bien ouvrir son esprit à des arguments raisonnables, d'enseigner les méthodes qui permettent justement de se mettre sur le chemin de la production de vérités plurielles. C'est une forme d'assentiment, mais ce ne sont pas les mêmes. Alors, tout ça est rassemblé dans le mot croire. Vous pouvez le contester, c'est votre droit le plus absolu, mais pour des raisons nominalistes, pour des raisons pratiques. Moi, j'ai parlé des deux sources de la croyance. Ça ne va pas sans un certain schématisme, évidemment. Mais je vous dis, c'est une question de mots. Il suffit simplement qu'on s'entende. Du coup, si vous disiez par exemple que vous ne pouvez pas classer de vérité les opinions, la véracité d'une opinion,
de différentes opinions. Mais le truc, c'est que justement, si on part du principe que que la méthodologie scientifique permet de mesurer une certaine véracité, en fait, toutes les opinions, il suffit de les passer au filtre de la méthode scientifique pour pouvoir les classer. Non ? J'ai pas compris la dernière phrase. Toutes les opinions sont placées au filtre. Une opinion, c'est affirmer une croyance. Elle a les bases qu'elle a. Mais après, si on la soumet à la méthode scientifique, normalement, on est capable de classer les opinions entre elles. Oui, mais moi, c'est là justement ce que je conteste, si vous voulez. C'est que je crois que dans son travail quotidien, dans leur travail quotidien, les scientifiques n'ont absolument rien à cirer, excusez-moi l'expression un peu triviale, des opinions des uns et des autres sur la mécanique des fluides, sur l'optique, sur quoi que ce soit. Vraiment, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Donc je pense que les opinions des savants ou des scientifiques, ça porte en général, même si ça prend racine dans leur travail, mais ça porte souvent sur des visions du monde qui sont les mêmes que celles de gens qui ne sont pas des scientifiques ou des philosophes. On est frappé quand on lit, par exemple, les entretiens de quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss ou bien comme André Leroi-Gourhan dans Les Racines du Monde. On est frappé par le caractère presque banal de ce qu'ils disent. Ça pourrait être nous. C'est-à-dire, on leur demande quelle est leur vision du monde. C'est pas prouvable. Si vous lisez eux qui ont été les deux grands rivaux de l'anthropologie française du XXe siècle, ils ont un point commun, c'est leur noir pessimisme. Et leur noir pessimisme, il repose sur quoi ? Il repose effectivement sur une opinion qu'on pourrait dire, entre guillemets, scientifique, en tout cas sur une érudition que les autres n'ont pas forcément. Quand Claude Lévi-Strauss dit en 2004, j'ai assisté dans toute ma vie à la multiplication par 6 de la population mondiale, comment voulez-vous que je ne sois pas pessimiste ? C'est une catastrophe. Texto. Leroi-Gourhan vous dit à peu près la même chose. Ce n'est pas de la science, ce sont des opinions. Ce sont des opinions des hommes de science. Mais lorsque Leroi-Gourhan étudie, ou Lévi-Strauss étudie, je ne sais pas moi, la civilisation du Renne, les sociétés qui ont vécu autour du Renne, là, on n'est pas dans l'opinion, on est dans le constat, dans l'analyse, dans les articulations, dans un travail méthodique qui est un travail de chercheur. Donc je ne crois pas qu'il ne faut pas mêler les plans. Voilà, en tout cas, si vous voulez, mon opinion.